Pierre Lévy, votre conclusion sur les motifs d'espérance C'est pas une conclusion, c'est effectivement pour tenter de répondre à votre souhait de trouver des choses qui soient moins désespérantes. Alors, d'abord, je suis malheureusement d'accord avec ce qui a été dit. Hein. Il est beaucoup plus rapide de détruire un tissu industriel que de le bâtir. Ça, hélas, c'est vrai. Et c'est vrai par ailleurs que tant que l'euro sera cette contrainte qui empêche d'avoir la souveraineté monétaire, tout espoir d'en sortir sera difficile. Simplement, oui, il n'y a pas de science économique, il y a une économie politique, comme disait Marx. Et évidemment, il y a un certain nombre de règles, de réalités, mais fondamentalement, il n'y a pas de fatalité, il y a des choix, et des choix politiques. Ces choix politiques devraient être l'affaire des citoyens et du peuple. Or, c'est, comme vous le savez, c'est ce que vient de dire François, mais je vais le dire peut-être d'une autre manière, ce qu'il faut, c'est pas seulement dire il faudrait récupérer notre souveraineté, ça c'est l'horizon, c'est réfléchir ensemble aux voies et aux moyens qui permettent de rendre cette perspective réaliste. Et je crois que l'action politique telle que celle que mène votre parti contribue à cela. J'ai gagné le droit de revenir l'année prochaine en disant ça, mais plus sérieusement, je pense qu'il n'y a pas de fatalité dès lors qu'on réussit à faire comprendre ce principe simple que c'est aux citoyens collectivement de faire entendre leur voix. Alors ça prend des chemins différents, des chemins électoraux, des chemins idéologiques, de débat, de confrontation. Ça prend aussi des voies de lutte, y compris syndicales. Dans notre dernière édition dont j'ai parlé, je ferai la pub après, mais dans notre édition dont j'ai parlé, nous interviewons par exemple un responsable syndical CGT de chez Alstom et qui nous explique le lien entre défense des emplois, défense de l'industrie, de la maîtrise industrielle, du savoir-faire, dans le sens de l'intérêt national. C'est-à-dire que ces choses sont liées. Alors certes, évidemment, le rapport de force actuel, le niveau des luttes syndicales n'est pas sans doute ce qu'on souhaiterait, ou personnellement ce que je souhaiterais qu'il soit. Il n'empêche que tout combat qui peut être mené, qui est mené pour la défense d'une entreprise ou d'une région, a une portée profondément politique. Et il n'est pas perdu d'avance. Il y a des cas où l'on peut gagner. Prenez par exemple, alors nous ne sommes pas dans une industrie que le transport ou l'énergie, dans l'industrie agroalimentaire, sans doute beaucoup d'entre vous ont entendu parler des Fralib dans les Bouches-du-Rhône, où un grand groupe, dont le nom m'échappe mais qui va me revenir, Unilever, avait donc prévu de bazarder l'usine parce qu'il était plus rentable de produire ailleurs, et où, au bout d'une lutte qui a duré plus de 2 ans, les salariés ont réussi à recréer et à gagner le fait de continuer la production. Alors, c'est pas simple, ça n'a pas été simple et ça n'est toujours pas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de sombrer dans le défaitisme, c'est dur, mais le rapport de force et les combats peuvent s'avérer payants, c'est un motif d'espoir. L'espoir fait vivre, ça c'est quand même important. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. On a parlé du poids de l'euro, je fais un tout petit mot dessus, et après on va parler d'un point de vue capitalistique, après avoir parlé d'un point de vue industriel. Il y a un rapport du FMI, le Fonds monétaire international, qui est quand même pas l'organisme le plus gauchiste qui existe sur la planète, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, qui a pondu un rapport fin juillet dernier qui disait que pour l'Allemagne, l'euro est sous-évalué de 18%, et pour la France, il est surévalué de 8%. Donc en clair, si on voulait rendre la France compétitive avec un petit surplus de compétitivité, il faudrait baisser en France les salaires ou les retraites de 30%. Donc vous voyez qu'il y a quand même un problème qui se pose. Je parlais 2 minutes, on a parlé des points de vue industriels, on va parler d'un point de vue capitalistique. Il y a aussi un problème qu'il faut soulever. Pierre Lévy a parlé notamment des Fralib. Je vais vous prendre un exemple, c'est la sidérurgie européenne. Il y a encore 20 ans, il y avait des entreprises sidérurgiques en Europe qui se sont concentrées. On a connu en France Arcelor, qui était la fusion d'Usinor-Sacilor, les sidérurgistes français du Nord et de Lorraine, de Arbed, le sidérurgiste luxembourgeois, et d'Aceralia, le sidérurgiste espagnol. Il y avait eu un autre groupement, c'était Corus. Corus, ça regroupait
British Steel, c'est-à-dire la sidérurgie britannique, et Koninklijke Hovens, la sidérurgie néerlandaise. Aujourd'hui, Corus, ça appartient à Tata. Tata, c'est le sidérurgiste, le conglomérat indien qui fait des voitures. Non content, c'était l'ancien colonisé, d'avoir racheté la sidérurgie britannique. Ils ont même racheté Range Rover, vous voyez un peu. Et de l'autre côté, Arcelor est devenu ArcelorMittal et est devenu indien. Il restait 2 sidérurgistes européens indépendants, un Italien, Riva, qui vient d'être racheté par Mittal, il y a très peu de temps, qui a sauvé comme ça le complexe sidérurgique Italsider de Tarente, qui était le plus gros. Alors, les Italiens, ils ont résisté à un moment. Les libéraux, Matteo Renzi a même nationalisé le site de Tarente, mais ils ont fini par céder. Donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'un sidérurgiste européen qui soit vraiment européen. C'est les Allemands qui ont fusionné Thyssen et Krupp pour faire le groupe ThyssenKrupp. Alors juste une chose, si nous, on veut racheter, français ou européen, une boîte indienne, c'est strictement impossible parce que les Indiens exigent d'être majoritaires dans le capital. Les voitures françaises fabriquées en Chine, les Chinois ont d'office 51% du capital. C'est-à-dire que les voitures du groupe PSA faites en Chine, c'est Dongfeng qui est majoritaire à 51%. Plus le terrain qui continue à appartenir à la Chine. Absolument. Donc les Chinois font ce qu'ils veulent chez eux. Vous voulez créer une usine en Thaïlande? En Thaïlande, il faut que ce soit un Thaïlandais qui soit l'associé majoritaire. Donc ça, c'est aussi un problème qu'il faut soulever. Parce que, outre la production, si on perd nos entreprises parce qu'elles deviennent, pour l'une indienne, pour l'autre chinoise, pour la troisième guatémaltèque, ça va poser aussi de gros problèmes. Parce qu'on perd en même temps les centres de décision. Et je termine très court. Regardez quand il y a ces fusions. C'est quand même assez extraordinaire. Je vais vous prendre qu'il y a 2 exemples très courts. À l'époque, c'était Jospin qui était Premier ministre. C'est quand on a créé EADS. Vous vous rappelez? On nous a dit EADS, on fait le géant européen de l'aéronautique. Et on a fait le siège de la holding où? Aux Pays-Bas, alors que les Néerlandais ne faisaient pas partie des producteurs d'Airbus. Pourquoi? Parce que l'impôt sur les sociétés était plus bas aux Pays-Bas. Même chose quand il y a eu la fusion Renault-Nissan, où a été faite la holding de Renault-Nissan, elle a été faite aux Pays-Bas. Donc on perd les outils industriels, on perd les centres de décision, on perd les centres qui payent les impôts, parce que c'est quand même les holdings où on peut faire pas mal d'évasion fiscale notamment. Bref, on perd de tous les côtés. D'un mot pour aller dans le même sens, mais pour souligner un point que tu as cité, à propos d'Arcelor. Ce qu'on vous avait dit à l'époque, lors de la mise en place de la création d'Arcelor, on nous avait expliqué les entreprises nationales telles qu'Usinor, Sassilor ne sont pas assez grosses. Si on veut être plus fort dans la mondialisation et faire face aux concurrents extra-européens, alors il faut faire un grand géant européen. Et on a fait Arcelor. Et Arcelor, quelques années après à peine, a été bouffé par Mittal. Autrement dit, l'argument qui nous avait été servi à l'époque, c'est exactement, comme il était prévisible, retourné contre lui-même, ce qui prouve à la fois l'hypocrisie, évidemment, de ceux qui savaient parfaitement de quoi il retournait, et le fait que cet exemple peut se reproduire quand on vous explique qu'il faut faire des géants européens, la souveraineté européenne, chère à Macron, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.